La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Vous savez, nous parlons météo et cette nuit pourrait être calme avec possibilité de pluie isolée sur la bande frontalière vers la région du sud. Et comme vous le savez également, nous restons sous l'influence de l'harmattan qui sévit un peu plus dans le septentrion. Les températures minimales vont varier dans l'ensemble de 14 à 24 degrés. Le centre oscillera de 16 à 18 degrés. L'est sera perturbé entre 17 et 18 degrés de température. Les détails, c'est avec l'ouest Cameroun qui nous présente un ciel éclairé de lune dans toutes les villes et en matinée, beaucoup de douceur à Banjoun, il fera 16 degrés de température. Nous remontons au nord Cameroun où l'harmattan sévit un peu plus, un temps sec qui laisse place à une sécheresse intense. Hydratez-vous bien. Nous terminons avec le sud-ouest. Les villes telles que Manfé seront à 27 degrés dans la nuit et en matinée, ça baisse un peu plus. On aura 23 degrés à l'horizon. Je vous laisse apprécier cette merveilleuse image qui nous présente le lac Borombimbo dans la région du sud-ouest, Cameroun. Excellente soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Sur la route des municipales et législatives 2020, les préparatifs s'accélèrent à 33 jours du double scrutin dès l'entame du journal. Nous faisons le point dans les imprimeries et les états-majors politiques. Sur la route de l'école dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, rentrée du deuxième trimestre effective, la mobilisation de la communauté éducative est dans ce 20h30. Sur la route de Tokyo 2020, les Lions du volleyball crinière au vent sont ce soir face aux Kenyans à Yaoundé pour leur qualification à ces Jeux Olympiques. Nous irons faire le point au Palais Polyvalent des Sports avec nos reporters. Ils annoncent déjà un set acquis aux Kenyans et un set qui est en discussion sérieuse entre les deux parties. Nous irons donc faire le point en page des sports. Voilà pour les titres. L'horloge tourne et le compte à rebours s'accélère pour les législatives et les municipales 2020. À 33 jours de ce double scrutin, la Chambre administrative de la Cour suprême met en ce moment la dernière main aux préparatifs de l'audience solennelle de règlement définitif du contentieux préélectoral. De son côté, Elections Cameroun surveille comme du petit lait sur le feu la production du matériel électoral par la Sopecam et l'imprimerie nationale. Là-bas, les rotatives tournent à plein régime. Séverin Legambele est allé le constater. Les sources de bruit dues au fonctionnement des machines dans les ateliers des imprimeries, en particulier au poste de conducteur et dans les ateliers de finition, sont perceptibles. La commande de l'ECAM à l'imprimerie nationale est en exécution. En fonction de l'outil de production, la commande se limite à la fabrication de 9 millions d'enveloppes destinées aux législatives et aux municipales. À l'imprimerie de la Société de presse et d'édition du Cameroun, le plateau technique performant avec des machines ultramodernes comme la rotative de presse KBA couvre l'ensemble de la chaîne graphique. Le travail à faire ici dans les ateliers consiste en la production de 33 millions de bulletins de vote et de campagne de 5 partis politiques sur une période de 30 jours à compter du 26 décembre 2019. C'est un scrutin de liste. Donc pour chaque liste, pour chaque circonscription, on est obligé de changer les plaques qui vont sur les presses. Alors il y a beaucoup plus de manipulation. On doit être beaucoup plus attentif pour que les bulletins ne se mélangent pas. Le report d'une semaine des élections législatives et municipales au Cameroun en juin 2002 explique en partie la mobilisation observée autour de la fabrication du matériel électoral. Je peux vous dire déjà que pour les législatives, nous avons achevé toute la production. Le 4 janvier, tous les bulletins des législatives étaient déjà produits. Actuellement, nous sommes à plus de 50%, pratiquement 60% au niveau des municipales. En rapport avec les délais réglementaires, dans l'une et l'autre imprimerie, on a fait appel à une main-d'œuvre externe, aussi bien pour la conduite des machines que pour le façonnage. Les équipes d'astreinte de l'ECAM veillent tout à côté
pour le comptage et le premier tri avant l'acheminement au centre de conditionnement. Et les CAM également mobilisés sur le terrain pour la distribution des cartes d'électeurs. Les antennes communales de 7 organes à travers le Cameroun multiplient maintenant les stratégies afin qu'aucun de ces sésames ne soit laissé en souffrance le jour du scrutin. Oswald Modon. Sur ce petit objet repose la légitimité d'un vote. C'est ce passe de 8 cm sur 5 à peine qui donne accès à l'isoloir le jour du vote. Mais faut-il encore que chaque potentiel votant rentre en possession du sien après avoir été régulièrement enrôlé? Les dispositions légales en la matière préconisent que la carte d'électeur soit disponible 40 jours avant le scrutin. Les mêmes dispositions précisent que l'électeur a le devoir de la retirer lui-même auprès de l'antenne communale de son ressort. Seulement, l'expérience des précédentes consultations électorales au Cameroun a amené les CAM à revoir le mécanisme de distribution. Le dispositif pour prendre sa carte est très simple, il faut être inscrit. Et quand on est inscrit, nous produisons la carte dans notre centre national de biométrie électorale qui permet donc que chacun puisse avoir sa carte. Et actuellement, nous sommes à un taux de distribution de plus de 95% des cartes distribuées, ce que je pense que c'est un très bon indicateur. À un mois du scrutin, les antennes régionales et communales des LECAM ont déjà pris le relais. Même si la loi autorise le retrait de la carte d'électeur dans le bureau de vote, l'on souhaite que ce ne soit là qu'une exception. Mais déjà, rien n'est de trop pour permettre à chaque électeur régulièrement inscrit d'entrer en possession de sa carte dans les délais, quitte à LECAM de faire un peu plus que ce qui est pourtant prévu. Nous avons mis en place tout un dispositif de sensibilisation des électeurs à travers les médias. Nous avons toujours fait ce que nous savons bien faire, c'est-à-dire que sensibiliser. Et nous avons même une ligne qu'on appelle ligne 8111 et qui permet à l'électeur de prendre contact avec l'ECAM pour savoir comment prendre sa carte électorale. Ou nous-mêmes nous appelons les électeurs, par les SMS, nous les appelons par tout ce qui est possible pour qu'ils puissent retirer les cartes. Si à date, certains électeurs sont déjà venus spontanément retirer leurs cartes, d'autres traînent encore les pas. Des réalités comme celle-là, et pour des raisons multiples, sont légion. À Elections Cameroun, on a fini par s'y adapter pour agir en conséquence. Certains partis politiques attendent encore le dernier verdict à la Cour suprême et préparent ces élections locales du 9 février. Au petit trot, les états-majors des partis politiques ne se pressent guère en ce moment. À quelques semaines du scrutin, ce n'est donc pas encore la grande effervescence en dehors de quelques réunions et autres concertations qui se succèdent au sein de ces formations politiques. Pour faire le point, notre reporter Éric Benjamin Lamère a rencontré quelques responsables de partis politiques ce mardi ici à Yaoundé. À un peu plus d'un mois du double scrutin du 9 février prochain, c'est pas encore le branle-bas dans les états-majors des partis en compétition. Du moins à première vue, même si on peut aisément imaginer que toutes les énergies sont concentrées sur cette échéance. Sur l'état des préparatifs, les responsables politiques qu'on rencontrait sont très peu disers. Au SDF par exemple, la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest préoccupe toujours, mais le parti reste déterminé à braver toutes les intimidations. Nous nous trouvons dans une situation très difficile. Très difficile parce qu'il y a des forces obscurantistes qui se tapent dans l'ombre pour tout faire, pour décourager les SDF à aller aux élections. Mais je peux vous dire que ça ne va pas nous intimider, on ne va pas céder à l'intimidation. Voter et surveiller son vote est le credo du PCRN de Cabral Libye qui multiplie réunions et concertations à cet effet. Nous avons mis en place une stratégie de recrutement, de veille, de formation de ceux qui devront assurer la surveillance du vote. Nous travaillons davantage sur nos stratégies, sur nos atouts. Bien qu'adversaire du RDPC dans certaines circonscriptions, le FSNC, sans dévoiler sa stratégie, devrait, à en croire son leader, s'appuyer sur le bilan du président Paul Biya pour rafler des suffrages. Quelles que soient les circonstances, par beau temps comme par temps d'orage, le FSNC a décidé de soutenir le président Biya, M. Paul Biya, qui préside aux destinées de notre nation aujourd'hui. Dès lors que nous avons mis de côté l'exécutif, il faudrait que nous soyons donc présents à l'Assemblée nationale, présents au Sénat pour nous battre.
Au RDPC, la détermination à consolider son leadership sur l'échiquier politique est revendiquée et va s'appuyer sur le triptyque organisation, mobilisation, management. Le secrétariat général du comité central compte sur 3 facteurs. Premier facteur, c'est l'organisation. Deuxième facteur, c'est la mobilisation. Troisième facteur, c'est la gestion ou le management ou l'administration. D'ici le 25 janvier, date du début de la campagne électorale, le calme apparent observé jusqu'ici va céder la place à une réelle effervescence. Cette importante échéance électorale se prépare également sur le plan sécuritaire. Dans la région du Sud-Ouest, un contingent de 350 gendarmes prend en ce moment même ses quartiers à Boya. Ce renfort pour le maintien de l'ordre sur place a été reçu hier lundi par le colonel commandant la Légion de gendarmerie du Sud-Ouest. Chose au vu sur place à Boya, Stéphane Tala. 350 gendarmes galvanisés pour une mission précise, renforcer les effectifs en place dans le Sud-Ouest afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens avant, pendant et après les élections législatives et municipales du 9 février prochain. Arrivés à bord de 14 camions militaires et d'un bus, ils ont été reçus ici au poste de commandement de la Légion de gendarmerie du Sud-Ouest. La hiérarchie tient à ce que les élections se déroulent dans des conditions optimales de sécurité dans toutes les circonscriptions électorales. Avec cette disposition sécuritaire, les populations peuvent se préparer à exercer en toute quiétude leur droit de vote, tel que l'a annoncé le président de la République dans son message du 31 décembre dernier. Nous sommes là pour les protéger, nous sommes là pour les sécuriser, nous sommes là pour leur dire qu'elles doivent avoir confiance. Nous sommes en train d'avancer progressivement vers la pacification de la zone. Nous avons eu encore récemment beaucoup de gens qui sont sortis des brousses. Nous encourageons ceux qui sont dans les brousses à sortir, effectivement. Selon les responsables locaux de la gendarmerie nationale, ces éléments de renfort devraient être déployés dans les différentes localités du Sud-Ouest. C'est également dans ce contexte d'apaisement que se déroule la rentrée du deuxième trimestre dans le Sud-Ouest. Les responsables des établissements confessionnels et publics veillent tous à l'accueil des élèves pour une année scolaire plus réussie que l'an dernier. Cathy Nanjou dans le Sud-Ouest. Dans la plupart des établissements scolaires de la ville de Boya, le train du deuxième trimestre est en marche, les élèves ont renoué avec le chemin des classes et les cours se poursuivent normalement. La rentrée a été effective parce qu'aujourd'hui on a eu 4 361 élèves sur 4 700 qu'on a attendus. Les membres de l'administration, c'était à 100%. Et pour les membres des enseignants, on a eu 95% des enseignants. Le second trimestre étant un tournant décisif aussi bien pour les élèves que les enseignants, de nombreuses stratégies sont mises sur pied pour mener à bien les programmes scolaires. Les mardis et les jeudis, les élèves qui sont dans les classes d'examen restent encore à l'école pendant 2 heures pour étudier. Et c'est supervisé par nous, les membres de l'administration. En plus de ça, nous avons notre mécanisme qu'on utilise pour suivre les enseignants. Et quand un enseignant est absent, il y a une fiche de suivi qu'on appelle une fiche de catch-up qu'on donne à cet enseignant pour être sûr que le travail qui a manqué soit fait. C'est donc avec beaucoup d'engouement et de rigueur que l'on aborde ce moment déterminant pour la communauté éducative. Même engouement dans le Nord-Ouest, les responsables de l'éducation et les parents sont tous engagés et mobilisés pour améliorer les résultats à la fin de cette année scolaire. La rentrée du second trimestre connaît ainsi une effectivité et une affluence remarquable tant à Bamenda que dans les autres localités. Confirmation, Valentin Koa 2. Lycée bilingue de Bamenda-Nkwen. En ce deuxième jour de rentrée du second trimestre, ici, l'on observe certains élèves transportant des tables-bancs, d'autres mettant la propreté. Quelques enseignants sont aussi présents. Non loin de là, au lycée bilingue de Baïlé, le climat est plutôt studieux. Les enseignants sont présents. Sur 2300 élèves attendus, 1930 ont répondu à l'appel. Même son de cloche à l'école publique francophone du camp militaire, où l'on a accueilli environ
96% d'élèves. Nous sommes Un tour fait à l'école maternelle et primaire Sainte-Brigitte, le constat est le même. Tous les acteurs ou presque sont présents. Vu l'enjeu du deuxième trimestre, les chefs d'établissement comptent organiser des cours de rattrapage afin de terminer les programmes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que, à Bamenda, toute la communauté éducative est déterminée de faire de l'année 2020 une année de réussite. La rentrée dans une joie ineffable, la joie des familles dans le Donga-Mentung, elles qui reçoivent depuis dimanche l'aide humanitaire spéciale du couple présidentiel Paul et Chantal Biya. En Kambé, 740 familles ont ainsi déjà reçu leur lot devant les autorités administratives locales. Le récit de Augustin Guizana de CRTV Nord-Ouest. La ville de Nkambé accueille près d'1 millier de déplacés venus particulièrement des départements du Bui et de la Mentung. En recevant du riz, de l'huile de table, des matelas, des couvertures, dont du couple présidentiel, les représentants des 700 familles bénéficiaires ont dit merci à Paul et Chantal Biya. Le chef-lieu et le département du Donga-Mentung en général respirent l'air de la paix, parfois perturbés par des incursions des bandes des armées séparatistes des départements voisins, d'où cet appel du préfet. Ceux qui terrorisent les gens, qui tuent, surtout dans les zones périphériques, cessent de le faire. Kweti Saimondo, par ailleurs, invite les déplacés d'être les ambassadeurs de la paix. C'est un département très paisible, un département accueillant. La plupart de nos déplacés internes viennent des autres départements et ils sont logés dans les zones urbaines. La paix que le couple présidentiel Paul et Chantal Biya appelle de tout son vœu. La suite de la série entamée hier sur les 20 défis du gouvernement pour cette année 2020. Plein feu ce soir sur le secteur social. Premier focus, la couverture santé universelle annoncée. Et elle va certainement arriver en cette année 2020 pour garantir l'accès aux soins de qualité à tous les Camerounais. Mais où en est-on exactement? Lumière sur les dernières évolutions avec Lucie Colette Avolo. La santé coûte cher et le contexte socio-économique rend plus difficile l'accès par les Camerounais aux soins de santé. Et pour cela, le gouvernement s'emploie à résoudre la difficile équation depuis 2015. L'investissement de la CSU, qui s'élevait à 1300 milliards de francs CFA, est aujourd'hui de 126 milliards de francs CFA. Au départ, nous avons voulu faire un financement exclusivement sur la base de financement public. Cette option coûter un peu plus cher à l'État. Donc nous avons commencé à revoir, n'est-ce pas, notre copie, à repenser, n'est-ce pas, le projet. Et au dernier moment, lorsque nous avons soumis un dossier, je pense que ça devrait être en juin dernier, on était en financement recherché de 126 milliards. La probabilité d'une contractualisation est tout aussi envisageable. Le gouvernement va recruter un partenaire privé qui va faire le déploiement, en réalité en termes de logistique, qui va faire l'enrôlement, qui va faire la collecte, n'est-ce pas, des cotisations et puis le rachat des soins. Et parce que le concept de la couverture santé universelle se base sur le principe de la solidarité, les personnes les plus nantis cotiseront plus. Pour toute la population camerounaise et particulièrement les plus vulnérables, en 2020, la couverture santé universelle, c'est l'espoir d'être en meilleure santé sans s'appauvrir. Deuxième défi sur ce front social, la lutte contre le désordre urbain, précisément l'interdiction de certains axes de nos villes aux mototaxis. À Yaoundé, la capitale, voici 7 années maintenant que le texte a été signé pour contenir les mototaxis
loin du périmètre urbain, mais tout cela sans succès. Les autorités semblent maintenant passer à la vitesse supérieure. En ce début novembre 2019, elles annonçaient les saisies de motos et d'autres actions musclées. Barbara Padjama, notre reporter, est allée sur le terrain pour évaluer cette opération. Regardez. Journée chômée pour ce travailleur qui s'est livré lui-même dans la zone interdite. Nous sommes au lieu dit Batalon-Cac, une des voies fermées aux mototaxis. Un peu plus loin au carrefour Régie, même veto d'extension. On a le casque, on a tous les papiers nécessaires, mais ce qui nous dérange ici parce que bon, on est limité et bloqué le périphérie là où on travaille. Il n'y a pas beaucoup d'activités. Comme Alfred, c'est la première fois en 10 ans que quelques-uns de ses conducteurs roulent sous un casque. C'est l'une des instructions du Premier ministre pour réglementer ce rayon informel. Les codes du décret sont pourtant bien connus. Pour se mettre en route, il faut arborer son casque, son chasuble identifié, détenir son permis de conduire A, respecter le code de la route et sillonner loin du périmètre délimité. Les mototaxis disent s'arrimer au mieux, mais se sentent toujours traqués. Nous nous sommes rendus compte qu'on ne tient plus compte que tu aies des papiers ou pas. On arrête tout le monde. Une plainte repoussée par l'administration. Si vous avez compte qu'on a pris quelqu'un, c'est qu'il est sur la voie interdite. Nos gars sont postés sur les zones interdites. Qu'est-ce qu'ils vont chercher au quartier? De leur côté, les syndicalistes ont les choses en main pour aligner leurs camarades. Immatriculés, nous sommes déjà à 295 gilets. Ces gens, normalement, respectent les zones interdites. Mais à nous, il y a des grands abus. Le gilet est aussi prévu à 4 000 francs avec la plaque d'immatriculation. Le défi de la régulation du secteur mototaxi est pris au sérieux à tous les niveaux. Nous veillons strictement sur ces résolutions qui ont été prises par le Premier ministre. On ne s'amuse pas là-dessus parce que nous avons nous-mêmes perdu beaucoup de nos proches. Depuis le 12 novembre 2019, la phase répressive de l'opération a pu dégager les grands axes de la capitale. Et dans ce Cameroun de 2020, il faudra s'exprimer en anglais et en français. La loi portant promotion des 2 langues officielles, adoptée par le Parlement et promulguée par le président de la République, prescrit aux entités publiques l'usage courant et permanent du bilinguisme, un véritable défi pour l'administration publique camerounaise, obligée absolument de s'ajuster. Martine Noël Ndengue. Je ne comprends pas l'anglais ou « speak in English please », des expressions devenues courantes dans nos administrations et à bannir désormais pour s'arrimer à la nouvelle donne. Il y a un véritable défi, c'est de faire en sorte que tout le personnel, depuis les agents qui sont chargés de l'accueil des usagers, de leur orientation, traitement du courrier, ainsi de suite, que tout le monde puisse effectivement au minimum comprendre et s'exprimer dans les 2 langues. La nouvelle loi portant promotion des langues officielles a pour objet d'assurer l'égalité de l'usage du français et de l'anglais dans nos administrations et organismes publics, mais aussi d'inciter les citoyens à la pratique. Nous avons d'abord un plan de promotion, de la promotion du bilinguisme mis en place. Avoir des documents toujours dans les 2 langues, respecter les délais, cela exige beaucoup d'efforts. C'est un effort physique, intellectuel et qui demande aussi beaucoup en ressources humaines. Ailleurs, ces choses faites, la ressource est là, pareil, pour relever le défi. Chaque année, une proportion de personnel du ministère du Travail suit une formation au centre pilote. Pour l'année qui vient de s'écouler, par exemple, on a eu à former 135 personnes de notre département ministériel, tant dans les services centraux que les services déconcentrés, en formation bilingue. Pourquoi ne pas attaquer le mal par la racine? La loi mentionne également cela, la promotion de l'enseignement du français et de l'anglais dans le système éducatif. La suite de cette série des 20 défis demain. Deuxième épisode à présent du feuilleton de la semaine sur le développement personnel. Voici là un exercice de coaching professionnel avec en bonus la préparation de votre retraite. Des questions auxquelles on ne songe pas souvent en entreprise chez nous en Afrique. La spécialiste en coaching, France Diego, offre gracieusement ses services ce soir aux 20h30. Voici ce qu'il faut en retenir avec Daniel Menanga.
Êtes-vous épanoui au boulot? La réponse dépend de plusieurs facteurs. D'abord, le climat social. Regardez comment ça se passe avec les usagers qui ne connaissent pas l'entreprise. S'il y a un très mauvais accueil, ça veut dire que le climat social n'est pas bon. Ou bien les gens sont stressés. Puis il y a l'auto-évaluation. Beaucoup travaillent comme de beaux diables, sans reconnaissance. Tu pousses la personne à pouvoir se valoriser, à pouvoir aller voir son boss et demander une augmentation de salaire. La dépression et le burn-out ne sont pas loin. Le coup de pouce pourrait venir d'un coach professionnel. C'est un accompagnement qui permet à un employé, à une entreprise, à pouvoir s'intégrer avec sa carrière. La position est vaste en entreprise. Comment s'intégrer, choisir une orientation, gérer sa carrière. À un moment donné, toutes ces personnes qui vont en retraite, là, surtout en Afrique, la durée de vie c'est 5 ans. Après ils s'en vont et c'est dommage. Ils ne sont pas épanouis. C'est un coaching qui permet de préparer ses finances, de préparer sa vie sociale. Ceci est un SOS. Est-ce que les chefs d'entreprise l'entendent? Et c'est là un coaching qui intéresse certainement des personnels au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Mais ils sont appelés pour l'instant à l'école des TIC. Le ministre Joseph Lé ouvrait le séminaire de formation à l'IAI Cameroun cette mi-journée. Il s'agit d'une formation de 5 jours qui se tient concomitamment à Yaoundé et à Ebolova dans le sud. Catherine Toulou et Langa. Une formation en TIC taillée sur mesure pour ces personnels de la fonction publique. 600 au total, entraînés par le vent du nouvel ordre social, le digital. Pendant 5 jours, ils vont s'approprier et se rapprocher de l'outil informatique devenu incontournable. Nous ne voulons plus d'analphabètes informatiques, bien sûr. C'est pour cela que nous avons pensé que nous sommes un peu plus de 600, presque 700 personnels au sein du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Il est bon que tout le monde se remette à l'école. Un lancement officiel poursuit avec l'IAI Cameroun, le principal formateur. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative tranche ainsi avec l'archaïsme pour consacrer la vision du monde moderne. Nous devons digitaliser l'ensemble de nos services pour rendre un meilleur service à nos usagers. Pour cela, il faut sortir des systèmes archaïques où on voit encore les gens traiter des dossiers à la main, manuellement. Les étudiants de l'Institut africain d'informatique ont aussi pris de la graine au cours de cette rencontre, à travers un échange lumineux avec le ministre Joseph Lé. On reparle de ce projet de construction d'un hôtel 5 étoiles autour du lac municipal de Yaoundé. Ce début de semaine, une commission est à pied d'œuvre pour évaluer les biens qui pourraient être détruits par ce projet. C'est une évaluation préalable au comptage physique et à l'indemnisation qui pourrait suivre. D'autres précisions avec François Bakary de CR TV Centre. Bientôt sortira de terre autour du lac municipal de Yaoundé un hôtel 5 étoiles. Le contrat de bail est déjà signé entre l'État du Cameroun et un consortium belge chargé de réaliser le projet sur une superficie de 2,8 hectares. À en croire le gouverneur du centre, président de la commission d'identification et d'évaluation des biens mis en cause, les travaux de démarrage sont imminents. Mais une vingtaine de maisons occupent encore l'emprise. Voilà qui justifie la descente du gouverneur sur le terrain. Il était question pour nous de vérifier tous les piquets qui ont été posés, sensibiliser les occupants dans ce site du lac et aussi dire que les travaux sont imminents et urgents. Les occupants des maisons, pour la plupart conventionnées, ont été sensibilisés sur l'urgence qu'il y a à déguerpir au plus vite. Nous voulons donc demander à ces gens de coopérer avec la commission qui avait déjà commencé son travail, mais qui va donc boucler ça dans 2-3 jours pour nous permettre donc de livrer notre étude d'ici vendredi. C'est déjà de trouver un autre endroit pour ceux qui n'ont pas encore trouvé.
et aussi de fournir tous les dossiers. Il faut rappeler peut-être que le projet de construction de l'hôtel 5 étoiles en question n'a rien à voir avec le projet d'aménagement du lac municipal qui, lui, rentre dans un autre registre. D'autres échos de la COP25 qui se tenait fin décembre à Madrid en Espagne, une rencontre qui a confirmé le fonctionnement du Fonds vert climat. C'est là un mécanisme financier créé en 2011 pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, notamment en encourageant les pays vulnérables. Mais Lynn René Batonguet, vous étiez nos yeux et nos oreilles à Madrid. Ce mécanisme est-il réellement opérationnel? Les pays en développement vivent mal les conséquences des changements climatiques et n'ont pas toujours les moyens financiers nécessaires pour remédier ou faire face aux impacts causés. Le Fonds vert climat est pour eux le moyen par excellence de s'adapter et de surmonter les effets des variations du climat. Le Fonds vert pour le climat, c'est un acteur en fait qui pourvoit au financement pour aider tous les pays en voie de développement en atténuant le réchauffement climatique par des projets réels. En Afrique, ils sont nombreux ces pays qui bénéficient déjà du Fonds vert climat pour développer des projets d'adaptation au changement climatique. Les pays d'Afrique centrale, malheureusement, sont encore à la queue du processus. Il leur est toujours difficile de bénéficier du Fonds vert climat. Je pense qu'il y a du travail à faire pour accélérer le processus d'accréditation parce que c'est effectivement le point d'entrée. Une situation que les pays de la sous-région voudraient remédier à travers des renforcements de capacités. Ce mardi était deuxième jour du séminaire annuel des évêques du Cameroun. Les travaux ont pour thème « Quelle conférence épiscopale pour le Cameroun ?» Une conférence était donnée à huis clos ce mardi par le cardinal Christian Toumi, l'archevêque émérite de Douala. Et c'était une journée également marquée à Ngoya par la joie du souvenir de l'ordination de 3 de ses évêques. Pierre Bihinambarga. 43e séminaire annuel des évêques du Cameroun, à Ngoya, dans le diocèse de Bala, la fête. 3 anniversaires d'ordination célébrés par la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Monseigneur Emmanuel Ndassi, évêque auxiliaire de Bafoussam, 3 ans d'épiscopat. Monseigneur Emmanuel Bouchou, évêque émérite de Boya, 47 ans de sacerdoce. Et son éminence, le cardinal Christian Toumi, archevêque émérite de Douala, 41 ans d'épiscopat. Cette cérémonie démontre à souhait, en ce début d'année, l'ambiance qui règne au sein de la conférence épiscopale du Cameroun. La cérémonie, on l'appelle dessert. Dessert spirituel, dessert intellectuel. La résidence était celle de la conférence du cardinal Christian Toumi. Quelle conférence épiscopale voulons-nous? Une conférence à huis clos, mais nous en avons récolté quelques bribes. Ça fait il y a 41 ans que je suis évêque. Il y a les autres qui n'ont que 2 ans, 3 ans. L'expérience de la conférence ne serait pas la même. Monseigneur Soutien Lopolbaï Mathieu se réjouit de cette rencontre dans son diocèse. Un diocèse qui bâtit une église famille, œuvre pour le développement intégral et solidaire et œuvre aussi. Une nouvelle agence de voyage inaugurée récemment à Maroua, dans l'extrême nord, par le gouverneur Midji Awa Bakari. Elle s'appelle Sama Voyage et elle entend se spécialiser dans le transport des pèlerins camerounais vers la terre sainte de l'Arabie Saoudite. Lionel Mingué est à Maroua. C'est une nouvelle page du tourisme qui s'ouvre dans la région de l'extrême nord. Après Yaoundé, Douala et Ngaoundéré, l'entreprise Sama Voyage entend révolutionner à présent les modes de vie des populations de la région. Sama Voyage est agréé par le ministère du Tourisme, agréé par IATA, qui permet à l'agence de Sama Voyage de vendre les billets d'avion de toutes les compagnies aériennes du monde. Mais maintenant, comme la stabilité est là, on a installé Sama Voyage dans la région de l'extrême nord pour faire venir les touristes. Ils vont visiter l'extrême nord comme avant. Sama Voyage, à la réputation établie dans l'encadrement des pèlerins, devient au fil du temps un partenaire fiable et incontournable des pouvoirs publics. Dans la région de l'extrême nord, la sérénité et le calme reviennent.
Donc c'est pour nous un honneur d'accueillir un agent de cette envergure pour accompagner le tourisme. Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette agence et nous sommes disposés à l'accompagner. En plus des facilités offertes dans l'obtention des visas pour l'Arabie Saoudite, la Turquie, Dubaï, l'Égypte, la Tunisie, Sama Voyage est également un partenaire sûr dans la location des véhicules pour touristes et autres. Nous avons des chauffeurs qualifiés et des voitures appropriées pour les états de route que nous vivons. Le prix qu'on est en train de chercher pour les compagnies aériennes, les logements, etc., c'est un prix concurrentiel qui va être moins cher. Quand les étudiants veulent aller, ou la population, les commerçants veulent aller vers le Grand Sud, il faut aller se mettre en rang en Ngaoundéré, à la gare voyageur pour acheter le billet. Par contre, Sama Voyage est là, dans la ville de Maroua. Vous pouvez venir acheter vos billets de train ici, partez seulement voyager. J'appelle la population de l'extrême nord de venir massivement au bureau de Sama Voyage pour les différents services que Sama Voyage est en train d'offrir. Situé au quartier Funangue et Maroua, Sama Voyage est ouvert à tous et fonctionne. Nous tentons à présent d'aller rejoindre nos reporters postés au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé pour des nouvelles de ce match en cours. Les Lions du volleyball se battent crocs et griffes face aux Kenyans pour ce tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Il y avait déjà 2 sets dans l'escarcelle des Kenyans contre un seul pour les Camerounaises. Le 4e set est en cours et les Camerounaises, nous dit-on, mènent. Pour les dernières nouvelles, Joseph Guetta-Mandeng, bonsoir. Bonsoir Adèle, bonsoir à tous et bienvenue au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé pour cette rencontre du tournoi éliminatoire des Jeux Olympiques Tokyo 2020. C'est le match le plus long de ce tournoi, Cameroun-Kenya. Nous sommes au 4e set et ça se joue au coude à coude. Le Kenya a gagné le premier set, le Cameroun a égalisé et le 3e set a été remporté par le Kenya. Pour le moment, le Cameroun a une petite avance dans ce 4e set et si jamais le Cameroun venait à remporter ce set, alors les deux équipes iraient bien au tie-break. Comme vous le voyez, 16-25 pour le Kenya, 25-23 toujours pour le Cameroun et puis 21-25 pour le Kenya. Pour le moment, c'est le Cameroun qui mène sur ce 4e set 19-15. Encore 6 points pour que le Cameroun décroche ce 4e set et que les deux équipes aillent donc au tie-break. Beaucoup de vidéos sollicitées au cours de cette rencontre. Et ici, au Palais Polyvalent de Sport de Yaoundé. Et il faut dire qu'à chaque fois, on est allé dans les moindres détails. C'est un match très très serré. Et c'est pour cette raison que cette rencontre qui a démarré à 19h se déroule encore à 21h passées ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. On a peut-être déploré l'absence de Raïssa Nasser et de Laetitia Moma, mais quelques pépites ont été vues ici, notamment Ruth Bibimbe ou alors Adiana Estelle ou encore Cathy Ambassa. Ici donc le match est loin d'être terminé et le Cameroun pourrait peut-être remporter ce 4e set. Et on ne sait jamais, peut-être que le tie-break viendra arbitrer cette rencontre qui s'avère un peu très compliquée. Maintenant, le Kenya vient à hauteur presque du Cameroun, à 2 longueurs seulement, 19-17. Depuis le Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, Ferdinand Fissou, Marcelin Billot, Joseph Guetta-Mandeng. Le match se poursuit. À vous le studio. Merci infiniment Joseph et toute votre équipe technique là-bas. Nous connaissons le fighting spirit de nos Lions du volleyball et nous souhaitons évidemment cette victoire
qualificatives donc pour ces Jeux olympiques Tokyo 2020. Les hommes, les messieurs sont au Caire pour cette compétition qui a démarré aujourd'hui même et c'est également une compétition qualificative pour les Jeux olympiques Tokyo 2020. Le Cameroun entre en scène demain mercredi à 19h là-bas au Caire en Égypte contre la Tunisie. Le match est prévu au Caire. Égyptiens et Tunisiens, eux, ouvrent la compétition en ce moment même. Nous faisons le point avec l'envoyé spécial de la CRTV, Évariste Yenga et Toker. Pas de sortie d'hôtel, pas d'entraînement au gymnase théâtre de la compétition pour la sélection du Cameroun ce mardi. C'est une prescription du sélectionneur Blaise Mayam. Le technicien a plutôt conduit ses poulains ici pour une séance de musculation à 2 exercices, développé couché et demi-squat. Ceci leur permettra demain, après la stimulation du match contre la Tunisie, de pouvoir savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont physiquement à pouvoir donner pour que nous puissions gagner ce match. Ce match Cameroun-Tunisie, prévu mercredi à 19h, heure du Cameroun, ne sera pas aisé pour les deux adversaires au système de jeu sans secret de part et d'autre. L'espionnage sportif jouera son coup. Nous sommes en train de le faire, nous sommes en train actuellement de travailler sur le match-up, c'est-à-dire connaître les forces et les faiblesses de l'équipe tunisienne. Ils connaissent aussi nos forces et nos faiblesses, mais notre problème, c'est d'améliorer justement la situation de contre-attaque pour que nous puissions avoir le dessus pendant cette confrontation. Après le gymnase, retour dans les chambres d'hôtel avec une nouvelle prescription, le repos. Le froid du désert arabique est combattu. Un dispositif de chauffage supplémentaire a été installé dans chaque chambre. Cela fonctionne bien entre 4 murs. Mais à l'extérieur, le désert absorbe les rayons solaires et rejette du vent et une fraîcheur de 14 degrés Celsius. Bon vent au Caire, à nos Lions du volleyball. 3e regroupement des Lions à présent. La sélection nationale est à Douala depuis 24 heures pour un stage d'acclimatation. L'entraîneur sélectionneur et les 30 joueurs effectuaient leur première séance d'entraînement ce mardi au stade annexe de Bepanda devant notre reporter Monique Félicité Chouane. Voici les 30 joueurs sélectionnés par Clément Aroga pour ce 3e stage, le premier de l'année 2020, 3 mois avant le démarrage du CHAN. Dans le groupe, on retrouve 9 joueurs sélectionnés pour la première fois et 8 présents depuis le premier stage, à l'exemple de Samuel Lend de Union de Douala. Je suis très heureux parce que ça fait je crois, pratiquement 1 à 2 ans qu'il n'y a pas eu de compétition dans la ville. Mais je pense que c'est une grâce pour nous d'avoir l'équipe nationale à Prime, avoir fait stage à Douala. Pour nous, c'est vraiment d'accueillir encore. C'est un plaisir pour moi que le public de Douala vraiment puisse voir à nouveau le football. Au menu ce jour, divers exercices. L'entraîneur sélectionneur se fait peu à peu une idée de l'équipe attendue. La séance d'aujourd'hui, c'est déjà un modèle de jeu qui est basé sur la position de ballon, la récupération, le pressing haut. On a un noyau qui est déjà constitué là et après on est en train de combattre les brèches. Donc déjà, puisqu'on a un match déjà avec le Tchad et nous sommes déjà en train de travailler là-dessus. Nous sommes là pour avoir une équipe compétitive. Les Lions à Prime séjourneront jusqu'au 26 janvier prochain à Douala, une ville qu'ils affectionnent tous. L'équipe doit être déjà prête à tous les intempéries, la chaleur, c'est ça qui nous amène ici. Le championnat d'Afrique des Nations démarre dans 3 mois, exactement le 4 avril prochain. Depuis le lancement de cette compétition en 2009, le Cameroun n'a jamais dépassé la phase des quarts de finale. Dans nos localités, les finales du championnat baptisé Festine Noël se déroulaient à Otélé sous la houlette de Madame le préfet de Lamofou et Akono, Madame Antoinette Nyambone Zongo, en présence également du directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Oswald Baboké, et de l'ancien capitaine des Lions, Rigobert Song. Le compte rendu de Elvis Nguimezon.
De belles phases de jeu, il y en avait à revendre au stade de Télé à l'occasion des finales du championnat de football Fessi-Noël qui se sont soldées par les victoires en dames de Botafogo FC sur les Lions de Télé 3-0 et chez les messieurs de Yéné sur Zoayambi 2-0. Une phase de développement, nous pensons à des écoles, nous pensons à des centres médicaux. En réalité, c'est nous les élites qui devons faire ces choses. Présence remarquée à la tribune New Look de Télé de deux anciens capitaines des Lions indomptables de football. Il y a de très bons joueurs. Il y a des joueurs qui sont après cette suivi. Il faut absolument qu'ils continuent pour pouvoir progresser et pourquoi pas aller chez les Lions. Ce que la Frangine a pu faire aujourd'hui, c'est énorme. Ça nous motive et ça nous encourage de la soutenir. En présence du directeur adjoint du cabinet civil de la présidence, Oswald Baboké, Madame le préfet de la MEFO et Akono a insisté sur l'enjeu de telles retrouvailles. Toutes les études de télé se sont mises ensemble pour promouvoir le développement et je ne peux que les encourager dans ce sens et leur dire que les pouvoirs publics sont à leur côté pour les accompagner dans cette œuvre parce que ce que nous voulons, c'est la lutte contre la pauvreté, le développement, le bien-être des populations. Afin de consolider l'unité retrouvée, les filles et fils d'Otélé ont fait appel aux jeunes artistes de renom comme Indira, Justin Dimaï et le géniteur de Rambo. Et voilà qui met joliment un terme à ce 20h30, une édition